ça que je veux faire. C'est ça, je veux faire ce métier, ça m'a parlé, ça m'a ouvert les champs en fait. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis formée certifiée coach. Et depuis, ben, en fait, maintenant, depuis une petite quinzaine d'années, j'accompagne en fait les équipes, les individus et les entreprises dans le monde de la transformation qui est très très présent aujourd'hui. Et je suis passionnée par ce que je fais, voilà. En gros. Merci. Alors, Laurence. Donc, de la même façon que Michel, deux vies. Une première vie pendant 25 ans. Alors, moi, je suis ingénieure de génie civil à la base. J'ai commencé chez SDREG, puis j'ai enchaîné, Bouygues, Vinci, jusqu'à rejoindre Total Energy et le monde des projets. Donc, j'ai passé 15 ans dans des postes de management de project control, gestion de projets industriels. Et puis, lorsqu'on est dans un grand groupe, on a plein d'opportunités. Et j'ai eu la chance d'intégrer le premier projet de transformation de culture RH et managériale. Et là, j'ai découvert un autre monde. Certes, j'avais été manager, mais là, il s'agissait d'accompagner les comportements pour gagner en efficacité individuelle et collective. Donc, il y avait cette notion d'efficacité qui me tenait à cœur, mais aussi le côté humain et comportemental. Et pour moi, ça a été une véritable révélation, tant professionnelle que personnelle. Je me suis aussi formée au coaching à ce moment-là. Et puis, j'ai voulu simplement me consacrer entièrement mes activités. Et donc, j'ai lancé un accompagnement en coaching avec une société indépendante. Alors, parce qu'on peut dire aussi que tu es professeur de yoga, oui, et sophrologue aussi. Alors, c'est quand même un changement radical parce que quand on a fait l'annonce, on a dit ingénieur ESCP. Donc, alors, comment on passe et pourquoi, je dirais? Alors, disons que la vie m'a challengée. J'ai eu 25 années fantastiques d'aventure humaine et, comme tu l'as dit, hein, aux quatre coins du monde. Mais il y a un moment donné où mon corps m'a plus suivi et il y a eu un matin, comme beaucoup de personnes, j'ai été diagnostiquée en burn-out. Donc 20 mois d'arrêt maladie, 20 mois pour retrouver l'énergie, 20 mois d'introspection. Et là, je me suis, autant que j'ai été dans l'efficacité, la performance, le contrôle, et là j'ai lâché et je me suis ouverte à la méditation et je me suis formée à ce moment-là à la sophrologie et au yoga pour justement retrouver l'énergie, retrouver la sérénité et arriver à lâcher prise, arriver à arrêter mon petit cerveau qui ne cessait de mouliner. Donc finalement, voilà, c'était un besoin vital presque de changer de vie. C'était une renaissance en fait. C'était, voilà, maintenant je vais me consacrer à ce qui me fait du bien, à ce qui correspond complètement à mes attentes, à mes besoins, sachant que j'ai eu, toutefois, 25 années d'aventure humaine fantastique. Et on me demanderait de signer, je signerais à nouveau parce que les souvenirs que j'ai ont été merveilleux. Donc surtout pas de regret du coup. Absolument aucun regret, c'est une chance finalement, enfin une deuxième vie finalement. J'ai véritablement une deuxième vie. La vie qui t'a poussé, et du coup c'est une excellente... Complètement. Effectivement, quand on est tout fond du trou, on se dit voilà, comment je vais faire, mais lorsqu'on en sort, c'est fantastique. Pour moi, mon expérience a été fantastique. Et puis effectivement, ce besoin finalement, j'ai eu une chance inouïe d'être accompagnée par des professionnels. Et j'avais aussi ce besoin de dire, voilà, j'ai reçu énormément et j'ai envie de donner à mon tour. Et c'est vrai que j'accompagne, j'ai un cabinet en sophrologie, autant je fais du coaching et j'accompagne encore l'efficacité individuelle et collective et les entreprises, mais j'ai aussi mon cabinet de sophro et je fais aussi du yoga. Alors pour celles qui veulent ou ceux qui veulent... Yannick est quand même à Aix-en-Provence, dans la région. Alors, j'en ai profité pour changer de vie. Voilà. J'étais à la Défense pendant 20 ans. Je me suis dit, allez, il faut retourner les prochaines années. Donc c'est ça. Bon, je suis baroise d'origine. Oui, avec un petit accent quand même. Peut-être. Voilà pourquoi j'ai changé. Et aujourd'hui, est-ce que ce parcours, est-ce que
Tu te sens bien dans cette nouvelle vie? Est-ce que finalement, ce parcours chez Total et puis cette reconversion te satisfont pleinement? Est-ce que tu te sens à nouveau bien? Et est-ce que ça a été compliqué à faire? Alors, c'est un véritable challenge dans le sens où, moi je suis indépendante et lorsqu'on est entrepreneur, eh bien on fait tout. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas experte en tout. Notamment, par exemple, le commercial. L'aspect commercial, l'aspect prospectif est quelque chose, pour moi, qui est difficile. Donc, je me fais challenger et je fais partie d'une association de femmes entrepreneurs. Et heureusement que j'ai ces contacts parce qu'on échange et voilà. Et le fait de devoir aller vendre une prestation, se vendre, eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui n'est pas naturel chez moi. Donc, à côté de ça, c'est quand même fantastique, l'accompagnement. Quand on accompagne quelqu'un, qu'on le voit grandir l'entreprise. Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'efficacité, mais aussi sur l'équilibre. Donc, j'accompagne pas mal d'entreprises sur la sensibilisation à la santé mentale, comment j'accompagne des managers pour prendre soin d'eux-mêmes et prendre soin de leur équipe. Donc, en prévention. En prévention, préventif, curatif. Et c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, en fait, de pouvoir accompagner. Donc, je ne regrette en rien mon changement, mais ça comporte des challenges et des défis, effectivement, que je ne connaissais pas. Et toi, Michel? Justement, moi, j'ai dérogé, tu parles de commercial, moi, pour l'instant, j'ai dérogé de cette histoire-là. Parce que moi aussi, je suis très fidèle. Fidélisation, ça, je sais faire. L'acquisition, c'est plus difficile. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé en structure, en fait. Et jusque-là, et bon, là, j'ai une petite activité d'indépendante, mais c'est pas quelque chose qui me satisfait, en tout cas, sur lequel j'ai envie de perdurer, moi. Voilà. Après, j'ai aussi pensé de peut-être me faire accompagner dans le commercial, parce que c'est aussi une façon. Mais sinon, voilà, moi c'est important pour moi d'être au sein des équipes et pas toute seule en fait. Oui, voilà. C'est un des challenges aussi quand on est indépendant, on est seul en fait. Donc, c'est pas évident dans ces métiers parce que je trouve que c'est des métiers où d'abord on doit se former tout le temps, on doit apprendre tout le temps, on doit se remettre en question tout le temps et tout seul, voilà, on est quand même plus riche à plusieurs. Alors c'est vrai que moi je suis seule, mais par contre. Oui, on a des réseaux. J'ai un écosystème et effectivement, même lorsque je fais une offre, je peux potentiellement, et ça m'arrive très fréquemment, d'en discuter avec d'autres personnes. Tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, il y a un échange. Et puis, il y a Delphine en face de moi. On se dit, tiens, ça serait bien si on faisait de l'enseignement. Ben, on va réfléchir ensemble comment on peut monter une offre d'enseignement. Parce qu'on est intéressés. Et, voilà. Et c'est vrai, immédiatement, dès lors qu'on est plusieurs. J'ai toujours travaillé en équipe projet, donc j'ai l'habitude de la dynamique et du challenge du groupe. Bon, après, ce qui est super intéressant, moi je pense, c'est comme ça, c'est que ce qui est important, c'est de continuer son chemin, et c'est vrai que c'est un parcours, mais de continuer, en tout cas, quand j'ai décidé de changer de métier, je ne me suis pas posé de questions. Tout le monde me disait alentour, mais t'es folle parce que j'ai changé de vie professionnelle et de vie personnelle. J'ai divorcé et j'ai changé et j'ai tout envoyé balader au même moment. Tout le monde m'a dit, mais t'es folle, tu te rends compte avec ton enfant, etc., tout jeune et tout. Tu vas faire tout ça, comment tu vas le faire, etc. Et je l'ai fait parce qu'en fait, c'était vital pour moi. Ça faisait partie, on parlait tout à l'heure d'équilibre, ça faisait partie de mon équilibre. C'était important que je me sente bien dans ce que j'étais. Et du coup, pour moi, c'est la passion, c'est ma façon d'être aussi, hein. C'est ma passion qui a guidé mon envie et sans me poser de questions sur ce que ça allait donner pour répondre à ta question après. Les implications. Et les implications. J'ai foncé, après je verrai. Et après, je me suis dit, l'important, c'est que je fasse ça, parce qu'il faut que je le fasse, et après, on verra. Et puis, voilà, après, j'ai accueilli tout ce qu'il y avait à accueillir, hein. Bon, pareil, je ne regrette pas. Alors, en fait, vous arrivez quand même à concilier les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles, si on vous entend. Ouais. C'est difficile? Alors, ça peut l'être lorsqu'on est face à une entreprise, on se questionne. Moi, j'ai été
j'ai dû faire face récemment, on m'a proposé une mission. Donc, je ne me sentais pas capable d'accompagner l'entreprise. C'était une entreprise qui a été très médiatisée à un moment donné pour des problèmes en interne et je ne me suis pas sentie capable, en fait, émotionnellement parlant, de les accompagner. Mais en fait, après, a posteriori, je me suis dit, mais mince, finalement, c'est une entreprise qui a décidé de changer, de se transformer, d'évoluer et de progresser en interne sur leurs problématiques. Est-ce qu'au contraire, notre rôle d'accompagnant, ce n'est pas d'y aller et de contribuer justement à ce changement? Mais voilà, mais quand j'ai pris la décision, je ne m'en sentais pas capable. Donc je me sentais trop touchée émotionnellement. Mais voilà, mais après... Et là, en fait, tu as perdu un contrat. Oui, complètement. Pour être un peu... Après, je me suis dit, on parlait d'alignement tout à l'heure. Enfin, moi, je suis convaincue que pour être efficace, il faut quand même être aligné. Donc, si tu ne te sens pas complètement aligné, tu ne peux pas être 100% efficace et accompagner pleinement l'entreprise. Donc oui, parfois, il faut faire des choix. Et si je comprends bien, vous étiez arrivé à un moment donné à la conclusion que ce que vous cherchiez à faire à titre personnel et aussi ce que vous vouliez faire comme contribution et apport aux autres, vous ne pouviez pas le faire à l'intérieur de l'entreprise. Alors, la question c'est pourquoi en dehors de l'entreprise et pas à l'intérieur de l'entreprise? Moi, c'est simplement le burn-out. En fait, le burn-out a fait que je ne me sentais plus capable de retourner dans mon entreprise, tout simplement. Je vais être honnête avec vous, hein, c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs. Et il y a 95% des personnes qui font un burn-out qui ne retournent pas. Ils ne reviennent pas en entreprise. Parce que je crois qu'il y a une prise de conscience qui est très récente, malheureusement, au niveau des entreprises. C'est je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, c'est en fait des maladies associées au mental. Oui. Et en fait, il n'y a pas longtemps qu'on commence à considérer ça comme un problème sérieux, qui a toujours été, je crois, sous-estimé, quelquefois nié, alors que le problème existait et qui est réel et qui est tout au long de la carrière des collaborateurs. Mais aujourd'hui encore, hein, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on fait un burn-out, malheureusement, on est perçu comme quelqu'un de fragile. On dit, ben voilà, elle a fait un burn-out parce qu'elle est fragile. Sauf que quand vous regardez les statistiques, les personnes qui font un burn-out sont des personnes qui sont au contraire performantes, engagées, et qui n'arrivent pas. Effectivement, le défaut qu'on peut leur reprocher, c'est finalement d'être trop engagé, être dans la performance et de ne pas se mettre de limite. Et moi, c'est pour ça que quand je dis j'ai été accompagnée, effectivement, on m'a fait prendre conscience que les premiers sentiments, ce sont les sentiments de honte, de culpabilité, en disant je n'ai pas réussi et d'échec. Et c'est les médecins ont fait un travail incroyable, les psys ont fait un travail incroyable de me faire prendre conscience que c'était le contexte qui m'avait mis en échec, c'était la structure qui m'avait mis en échec et je ne m'étais pas mise en échec. Mais voilà, donc après, moi j'ai choisi, parce qu'effectivement, pendant plus de 5 ans, j'ai accompagné au sein de Total des managers en coaching et des équipes en coaching et des équipes de CODIR. Et donc je l'ai fait, donc ce que je fais aujourd'hui, c'est complètement dans la continuité de ce que je faisais chez Total. Mais j'ai changé parce que simplement, je ne pouvais plus. Enfin voilà, c'était pas possible pour moi. Moi, j'avais envie de poser à l'une et à l'autre. Alors, le changement, on comprend le cheminement, les déclencheurs, parce que bon, Michel est passé du CODIR, de PSA à de la création et puis justement à sa activité. Mais quel est le mode d'emploi du changement? Parce que ça ne vient pas d'un claquement de doigts. Est-ce que c'est aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, et en plus avec la pandémie, énormément de gens ont changé d'activité. On a eu envie de changer. Ont eu envie, certains ont sauté le pas. Alors bon, déjà, je ne sais pas trop... Oui, il y a des chiffres en fait, c'est juste parce que j'avais lu un peu les chiffres sur justement la vie, le changement de vie professionnelle. Donc en 2022, ils annonçaient que 9 personnes sur 10 avaient envie de changer de métier. Et sur les 9 sur 10, il y en a 23% qui ont franchi le pas et 60 et quelques, enfin la différence qui n'a pas été jusqu'au bout.
Donc, c'est vrai qu'on en a envie. Et après, Un fantasme un peu, voilà, les jours de ras-le-bol. un peu. Mais après, je crois qu'il y a aussi, je pense, quand je disais tout à l'heure, une envie, un besoin, il y a aussi quelque chose, moi je l'explique pour moi en tout cas, outre le fait que je voulais quelque chose de plus profond et de plus profond. Moi, j'ai fait, avant de faire des études commerciales, en fait, de direction marketing, j'ai fait des études, en fait, pour faire ergothérapie. Donc, là, c'est vraiment l'accompagnement des personnes, on va dire, handicapées mentales et physiques. Donc, j'avais ça en envie, en fait. Et c'est quand je me suis confrontée, au bout de 2 ans, et j'ai fait en fait j'avais un stage à faire et j'ai été en hôpital psychiatrique pour faire mon stage à 18 ans et là ça a été du choc terrible et je me suis dit non, c'est pas fait pour moi finalement. Et donc, si vous voulez, quelque part, le fait d'accompagner, je le lis à une relation, une envie d'aider les autres en fait. Un accomplissement finalement, d'accomplir quelque chose et de donner en fait aux autres. Et c'est ça que j'ai fait moi aujourd'hui. C'est comme ça que je peux l'exprimer aussi. Mais alors, dans ton déclenchement, est-ce que, je sais pas, t'as pesé le pour et le contre? Ah non, absolument pas. Tu t'es réveillé un jour et tu t'es dit, allez, c'est non, moi, en fait, dans tout mon cheminement, j'ai changé beaucoup d'endroits. Parce que dès que je m'ennuyais, il fallait que je change. Dans tes métiers, tu veux dire? Dans mes métiers, oui. Ouais, j'ai changé plusieurs fois de job. Parce que dès que j'avais fait le tour du truc, il fallait que je change. Donc, je suis assez impatiente et donc j'ai envie d'apprendre. C'est aussi le moteur, j'aime apprendre en fait. J'aime apprendre, j'aime me remettre en question, j'aime avancer et je crois que c'est aussi ça qui m'a fait changer. C'est envie de faire autrement et autre chose. Donc, je me heurte à chaque fois à des difficultés, mais j'y vais. Et je continue. Non, mais c'est vrai, enfin, moi, pareil, j'ai eu la chance, tous les 2 à 3 ans, je change de poste, mais donc effectivement, on se remet en question, on s'adapte, il y a la curiosité, l'envie d'apprendre. Et moi, j'avais commencé, en fait, quand même, alors je dis, il y a eu le burn-out, mais en 2017, déjà, j'avais commencé une réflexion en disant, tiens, c'était un peu un moment de crise en termes de projets pétroliers, on disait, bon, il y en a beaucoup moins qui sortent, ça veut dire que potentiellement, si je dois partir des projets, qu'est-ce que je vais faire? Et là, déjà, je me dis, tiens, l'accompagnement, enfin, autour de moi, les personnes me disent, oh, tu sais, quand même, regarde, les gens viennent te voir, viennent te demander des conseils, j'avais déjà occupé un poste de RH, donc l'accompagnement, voilà, m'avait traversé l'esprit à ce moment-là. Une chance incroyable, l'exploration de production, décide de lancer ce projet managérial et j'intègre. Et puis voilà, et puis après, effectivement, c'est parti. Et j'avais besoin finalement aussi de concret, en fait, comparé à ce que je faisais en project control. C'est quand même, on est quand même beaucoup dans des tableaux, dans des chiffres, etc. Et là, quand on accompagne l'humain, on voit, enfin moi j'accompagne aussi les femmes enceintes pour accoucher. Donc des femmes qui sont extrêmement stressées pour accoucher, certaines qui se disent jamais je n'y arriverai. Et c'est fantastique quand le matin vous appelez en disant ça y est, j'ai accouché. Enfin, voilà, on change complètement. Mais un changement, c'est un accouchement finalement. Ah, complètement. Ah oui, aussi. C'est vrai, on accouche d'une deuxième vie. Tu accouches d'une deuxième vie. C'est ça. Ouais. Alors les messieurs peuvent peut-être pas tout à fait le comprendre, mais si, quand même. Oui, c'est le besoin, en fait, ce que tu dis, c'est le besoin de sens au travail finalement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et c'est vraiment ça en fait. C'est donner du sens à ce qu'on fait, avoir une vraie utilité. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais travailler tous les jours? C'est quoi mon utilité? Et qu'est-ce que je veux laisser aussi quelque part? Est-ce que je veux laisser des empreintes? Est-ce que je veux transmettre? Est-ce que ce que je veux faire en fait? C'est ça. Et le trace aussi. Quelle est ma contribution? Oui, quelle est ma contribution? Comme le petit colibri. C'est ça, exactement. Et toi, Michel, tu t'adresses plutôt, ta clientèle est plutôt entreprise? Elle est entreprise. Elle est entreprise. J'ai de temps en temps des particuliers, mais c'est plutôt entreprise.
Et du coup, tu es dans une structure. J'œuvre au sein de différents cabinets de RH ou de management. Et puis j'ai aussi contribué dans une collectivité territoriale pendant quelques années aussi. Alors, si on revient là au changement ou au moment de changer, quels freins vous avez rencontré des freins qui peuvent être personnels, qui peuvent être, tu le disais Michel, c'est quelqu'un qui m'a dit ah non mais attends, tu vas te planter. Quels sont les freins, même les freins personnels intérieurs quoi. Ah et moi en fait j'ai écouté, en fait tout le monde me disait mais t'es folle, mais j'ai dit mais enfin voilà c'est ok, peut-être que je suis folle. Mais bon, voilà, j'en ai besoin, j'en ai envie, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les freins de la famille, et quand tu parlais de changement, j'ai envie de dire que même au démarrage de notre vie, combien il y a de jeunes qui font, parce que j'ai aussi accompagné des jeunes, combien il y a de jeunes qui font des études pour faire plaisir à maman et papa, qui font un travail parce qu'il y a un statut social, parce que c'est pour faire comme je ne sais pas qui. Donc tout ça, c'est aussi des freins. Je parlais de freins, c'est vraiment ça. Il y a des freins, on nous met des freins, et il peut y avoir aussi des freins mis même petits, en disant, d'abord toi, tu es tellement intelligent qu'il faut que tu deviennes un tel et un tel. Toi, tu es très très manuel, il faut que tu fasses plutôt ça et ça. Donc il y a des croyances en fait qui s'installent quand on est jeune. Et ces croyances-là, il faut à un moment donné se les défaire. Et de se dire, ok, on m'a peut-être dit ça et ça, mais moi j'ai envie de revenir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc je lève les freins, c'est pour ça qu'on est aussi là en accompagnement, on lève les freins, on enlève les verrous et on y va. Quoi. Et de temps en temps, moi je sais que quand je doute, je me dis mais pense à ce que tu dis aux personnes que tu accompagnes, mais effectivement les freins, je disais, enfin moi les freins, comme toi, hein, les gens m'ont dit mais tu es folle. Et quand je dis que je quittais Total, des anciens collègues me disaient mais non, je ne peux pas partir, c'est pas possible. Donc voilà, il y a eu le statut, la sécurité, la sécurité financière, parce qu'effectivement, tu es salarié, on est entrepreneur, donc voilà. Mais effectivement, le statut, moi je sais que, pour illustrer, je vais parler de ma fille, dont je suis très fière, qui a fait une grande école d'ingénieur et qui vient de passer son CAP pâtissier. Ah, c'est génial. Et en fait, elle conjugue les deux aujourd'hui, et c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est chouette, et j'en suis fière, parce que justement, elle a levé ses freins, en fait, que nous avions par l'éducation, voilà, la société, la société. C'est beaucoup ça. Et puis d'ailleurs, on nous dit, on nous définit par notre métier. Enfin, je veux dire, quand vous croisez quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit ? La première question qu'on vous dit, ah bon, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, donc on a un métier. Donc si on n'a pas un métier, on n'a rien. Voilà, on pas grand chose. Et puis un frein en fait aussi, c'est l'échec, la peur de l'échec. Parce que finalement, on n'a pas cette culture de l'échec en France. Alors que après finalement, vous dites, moi ce que je me dis, si ça ne marche pas, j'aurais essayé, j'aurais appris, et je pourrais toujours faire autre chose. Voilà, si je me rends compte que ça ne me correspond pas, je fais de mon mieux, avec plaisir, et c'est ça le principal. Mais si toutefois, dans 2 ans, dans 3 ans, je me rends compte que le fait d'être salarié, d'être dans une équipe, le fait de me vendre, eh bien, je changerai. Et je peux même revenir à la case avant. Exactement, mais c'est ça. C'est pas des clients. C'est vrai que finalement, l'échec est quand même un frein important. Enfin, surtout. Et du coup, il faut oser, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Il faut oser. Il faut oser et jamais lâcher. Voilà, c'est ce qu'on dit aux jeunes femmes, en fait, quand on fait des événements, des tables rondes, on dit oser. Mais finalement, homme ou femme, peu importe, mais il faut oser dans la vie professionnelle, le changement, oser le changement. Et aller au bout de ses rêves. Oui, aussi. Moi, j'aime bien oser aller au bout de ses rêves et avoir le courage de. Voilà. Avoir le courage et oser d'aller au bout de ses rêves parce que c'est important. Et pas avoir comme ça, on n'a pas de regret. Ben non, voilà, c'est ça. Tu vois Sinon, on n'aura pas su notre vie. Si j'avais su, j'aurais dû. Ça serait terrible. J'avais une question un petit peu, c'est, en vous écoutant, si je prends l'exemple de votre fille, si votre fille avait été un fils, les freins auraient été les mêmes ou pas?
Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Autrement dit, est-ce qu'en tant que femme, vous avez la perception que c'est plus difficile de passer, de surmonter ses freins, de prendre ses risques, etc., en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme? Est-ce qu'il y a une pression sociétale ou familiale ou de l'entreprise qui sont différentes? pour répondre, j'ai un fils aussi qui fait AgroParisTech. On a beaucoup entendu parler. Et je pense qu'il va être agriculteur à la fin de AgroParisTech. Donc pour lui, il n'y aura aucun frein. Par contre, moi, en tant que femme, j'ai ressenti des freins. Notamment quand on vous propose certains postes et qu'on vous dit... Alors moi, je suis femme divorcée avec 2 enfants. Donc, vous imaginez le schéma. Et quand on vous propose un poste en expatriation, ils vous disent, mais est-ce que tu vas réussir? Bah, oui, non, cet aspect-là, je crois que vous avez raison. Voilà. Cet aspect-là est réel. Voilà. Mais je pensais par rapport à franchir le pas pour se remettre en question et changer de pas, le fait que alors après, c'est 2 femmes qui nous disent ça, est-ce que ça serait différent disons que, en tant que femme par rapport à un homme? alors moi, ce que je ressens dans l'éducation, c'est qu'une femme, généralement, doit être plus raisonnable. Alors qu'un homme, il y a un garçon dans son éducation, généralement. Alors, pour le coup, je parle pour moi, mais je l'ai remarqué avec ma fille et mon fils. J'ai toujours été davantage exigeante avec ma fille qu'avec mon fils. C'est-à-dire que ma fille, elle pouvait toujours faire mieux, et mon fils, était toujours génial. Donc, quelque part... Ah oui, Oui, complètement, et j'en ai rapidement été consciente. Parce que mon fils était casse-cou et à 6 ans, il faisait déjà du ski hors piste et c'était fantastique, et ma fille était peureuse, voilà. Et ma fille, c'était un peu comme l'éducation que j'avais reçue. Moi, c'était toujours, il faut que tu en fasses plus, c'était jamais assez ce que je faisais. Donc peut-être que j'ai mis des freins par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut que tu fasses plus, il faut que tu rentres peut-être plus dans un moule, il faut que tu correspondes à ce que tes parents et la société veulent pour toi. Peut-être, hein, là c'est une analyse en live, hein, alors qu'un homme finalement, on lui dit souvent, oh, mais tu es courageux, mais c'est fantastique, et voilà. Donc est-ce que inconsciemment on met des freins? Une question. Tu disais tout à l'heure, quand tu étais très fière de ta fille qui avait fait une grande école d'ingénieur et qui passait son CAP de pâtisserie, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire si elle avait commencé par vouloir faire un CAP de pâtisserie. Alors ça, j'étais ouverte dès le départ, pour le coup, parce qu'en plus, elle n'aurait pas dû faire une école d'ingé, normalement, elle aurait dû être peintre, mais bon, après, elle a changé, parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire prépa. Ouais, mais en fait, il fallait qu'elle mange tous les jours. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Mais c'est fantastique d'avoir... Peintre, c'était pas évident. Et là, en ayant... Non, après, elle a un vrai esprit ingénieur. Donc voilà, après, mais justement, en faisant cette formation, elle était sûre de pouvoir manger tous les jours. C'est clair. Et puis nous, on mange bien du coup aussi. J'ai une question. En quoi la sophrologie, ou enfin, ce que vous avez fait en plus, et puis vous aussi, tous vos métiers jusqu'à la création, en quoi ça a servi pour vous lancer dans est-ce que ça vous a servi pour vous lancer dans cette démarche de entrepreneur et de transformation? Alors, moi, ça m'a servi parce que ça m'a permis de prendre du recul et de lâcher prise par rapport justement à tous les freins que l'on a évoqués. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait que je sois le modèle qu'on voulait que je sois. Et là, j'ai pris conscience que je pouvais me recentrer sur moi-même et que je n'étais pas obligée de répondre aux injonctions de la société attendue de moi, ou mes parents, voilà, et que je pouvais. Donc, grâce à la sophrologie, vous apporte de l'apaisement, vous permet de retrouver de la sérénité. Le yoga, pareil. Donc, le yoga, en plus, apporte ce côté simplicité. Vous vivez simplement, vous ne recherchez pas, au contraire, la performance, vous ne recherchez pas la richesse. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et après, quand je suis accompagnée, mais justement, comme j'ai souffert finalement avec le lockdown, la sophrologie et le yoga vont me permettre d'accompagner aussi des personnes sur l'aspect équilibre, sur l'aspect santé mentale, mais comment je me relaxe.
comment j'arrive à prendre soin de moi et en me relaxant, ça veut dire que je serai finalement pour une entreprise beaucoup plus concentrée, beaucoup plus performant. Mais en tout cas, je serai mieux dans ma peau et mieux dans mon corps et dans ma tête. Donc vous servez de ça pour... Complètement. Et ce que j'essaie de faire maintenant, parce que par exemple, j'anime même un team building, je propose, si évidemment les clients sont d'accord, de faire dans la journée quelques exercices, par exemple de sophro. Pour dire, finalement, au lieu de faire une dégustation de vin, de faire une dégustation de vin, on va faire une dégustation d'outils de relaxation. Et finalement, les personnes repartent avec quelques outils en disant, et puis après, je fais aussi du coaching holistique. Là, j'accompagne les personnes en coaching, donc c'est un peu plus long, et en sophro, notamment pour tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions. Et on va venir travailler grâce à la sophrologie un état de relaxation et d'apaisement. Et puis ensuite, une fois que la personne est apaisée, bien, on va pouvoir travailler sur qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma vie pro, dans ma vie perso, pour justement changer des comportements et améliorer finalement ma gestion du stress et ma gestion des émotions. Donc moi, je m'en sers tous les jours. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous pensez au début de votre activité, avoir été perçu par vos partenaires commerciaux, parce que je discutais justement avec une dame qui est en train justement de commencer son activité, de petite taille, qui me disait, je suis assez petite, j'ai une voix plutôt fluette, donc il faut aller. Et m'expliquait qu'elle ressentait de la part, dans le regard des autres, sorte de, comme si il y avait un manque de crédibilité, alors qu'elle a une vingtaine d'expérience dans son secteur, elle est connue, enfin bon, voilà. Mais c'est une autre démarche que quand on est salarié. Donc comment ça a été difficile, ça a été... Parce que là, elle recherche carrément des partenaires maintenant, puisqu'elle sent qu'il y a de l'autre côté une difficulté pour elle, enfin pour elle c'est une difficulté. Alors moi je me suis jamais, alors déjà j'ai travaillé chez Bouygues, chez Vinci, donc j'étais sur un chantier, j'étais la seule femme. Après chez Total on est dans un monde d'hommes. J'ai été acheteur, donc quand j'étais en négo, généralement effectivement je mettais des talons pour être à la taille des personnes en face de moi. Mais ce côté-là je ne l'ai jamais perçu. Par contre, la difficulté parfois, c'est que dans le monde du coaching et de l'accompagnement, il y a énormément de concurrence. Donc lorsque vous rencontrez des personnes, et bien parfois, moi j'arrive en me disant, voilà, je suis à Steia Conseil, j'ai un écosystème, mais la personne voit une seule personne en face d'elle, et vous avez des cabinets qui sont extrêmement connus sur la place, qui travaillent avec toutes les entreprises du CAC 40. Donc, effectivement, quand vous avez un cabinet avec des personnes extrêmement connues, et puis vous qui arrivez, même si vous avez 25 années d'expérience, c'est là, en fait, il faut que vous fassiez vos preuves. Mais finalement, pendant moi, mes 25 années professionnelles, j'ai dû faire mes preuves tout le temps, en fait. Donc, je n'ai pas ressenti ce regard-là. Par contre, le regard, dire, on ne vous connaît pas. Comme lorsque vous achetez un produit que vous ne connaissez pas, en fait. Et d'autant plus que nous, on travaille dans l'humain. Donc, il y a une question sur le chat, la Valérie, merci de participer. Côté purement pratique, est-ce que la bascule du salariat vers l'indépendance s'accompagne d'une perte financière importante? Et pour elle, ce qui est indiqué en tout cas, c'est que ça peut être un frein important, bien évidemment. Ah ben oui, moi, cette année, je vais être honnête, moi j'ai démarré mon activité le 5 janvier 2022, donc vous voyez, ça fait juste un an. Cette année, je vais déclarer 30% de ce que je déclarais avant. Non, et on m'a dit... Et encore, vous ne payez pas toutes les autres, comme dans le jeune entreprise. Pardon. Dans l'entrepreneur, vous êtes à 5% au lieu d'être à 22% par rapport au chiffre. Je suis à 15% d'impôt. Ouais, mais bientôt, ça sera 30%. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais, voilà. Mais j'ai dit, c'est que le début. Oui, mais après, voilà, il faut généralement. C'est un choix après, hein. C'est un vrai choix. C'est un choix. Ce que l'on dit, c'est généralement 2-3 ans pour avoir une clientèle et pour avoir un chiffre d'affaires qui vous permette d'en vivre.
Valérie, j'espère que ça répond et que ça t'a rassuré. Mais voilà, mais en tant que créateur. Mais comme dans toute création d'entreprise d'ailleurs, hein, il faut un minimum de 3 ans hein, pour que ça fonctionne. Donc du coup, c'est logique. Mais après, enfin, quand on devient chef d'entreprise ou en tout cas entrepreneur, c'est un vrai choix et on a intérêt que ce soit un vrai choix. Parce que justement, sinon on n'est pas du tout, quand tu parlais d'alignement, on n'est pas du tout aligné. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se dire, finalement, j'aurais dû rester là où j'étais. Donc c'est un vrai choix, en effet. Mais finalement, on s'y fait. Hein. Et tu fais à quoi? Ta baisse de revenus? J'achète un peu moins de robes et de chaussures. Est-ce que tu as pris un congé création d'entreprise, par exemple, pour justement se rassurer, dire ça ne marche pas, je moi, j'ai quitté mon entreprise. Tu as démissionné. Voilà. Et du coup, j'ai le chômage quand même. Donc, j'ai le chômage et pendant 2 ans, j'ai le chômage. Le temps. Une rupture conventionnelle? Oui, j'ai fait une rupture conventionnelle. Ils ont du mal. Ça s'est fait. J'ai eu la chance, ça s'est fait. Donc, avec le plan. Donc, il y a eu le plan de rupture conventionnelle collective, donc j'ai pris le plan, c'est pour ça. Et donc voilà, donc pendant 2 ans, ça me permet d'avoir le chômage et tout ce que je gagne, en fait, c'est ma SASU. Un chiffre d'affaires, ma SASU, pour me payer la 3e année quand je n'aurai plus le chômage. C'est vrai que là, on a abordé vos 2 expériences. Donc, vous êtes passé du monde de l'entreprise au monde de l'entrepreneuriat. Mais le changement, ça peut être ta fille qui est ingénieure et qui a son CAP pâtissier. Elle peut demain intégrer, pourquoi pas, j'en sais rien, un grand pâtissier, peu importe, ou ouvrir sa pâtisserie. Et voilà. Et donc là, le changement, c'est pas forcément de passer du monde de l'entreprise au monde de l'entrepreneuriat ou d'être indépendant, consultant, mais c'est un changement de métier pour faire quelque chose qui nous plaît davantage ou en tout cas qu'on estime préféré à ce qu'on a aujourd'hui qui donne du sens à l'instant T. Après, il faut essayer pour savoir si c'est vraiment ça ou si c'était peut-être un miroir aux alouettes. Mais voilà, il faut. Est-ce que vraiment tu vas essayer de faire d'autres métiers? Comme disait Michel, il faut foncer. Il faut y aller. Il faut oser. Si tu as envie, il faut y aller. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. En fait. C'est ça. Parce que tu vas pas dire, tiens, je vais faire 2 ans de pâtisserie, puis si ça va pas, je ferai des structures, etc. Quoi. Après, on parlait de freins, effectivement, tout à l'heure. Et c'est dommage que Fessal ne soit pas là, parce que Fessal, c'est incroyable, toutes les expériences, mais finalement, il a changé toute sa vie. Donc, il a un véritable esprit d'entrepreneuriat dans le sens où c'est pas grave, je sais ça, mais voilà, j'essaie. Effectivement, parce qu'on est salarié, même si on change à l'intérieur de l'entreprise, on reste 20 ans dans un cocon. Donc il faut en sortir de ce cocon. Et on a des personnes qui changent. C'est vrai que le changement et la crainte du changement, elle est innée en fait, mais tout le monde n'est pas égaux. En fait, on n'est pas tous égaux face au changement. Il y a des personnes qui ont une aptitude à changer beaucoup plus facile que certaines personnes. Donc après, je pense que Fessal doit être une personne qui a des aptitudes à zapper d'un truc à... Alors zapper, je dirais pas ça parce que ça a une mauvaise connotation, zapper. Passer d'un métier ou d'un... Oui, c'est dommage qu'il ne soit pas là, oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il a eu énormément d'expérience et il a la dernière expérience, là, il aide les personnes, comme je disais, cabossées, chahutées, bousculées par la vie, à revenir en les mentorant. Donc c'était une expérience très très riche, quoi. D'ailleurs, je vous invite à le suivre sur Twitter. Non, c'est pas de la pub, c'est se faire du bien parce qu'il est positif. C'est ça, en fait. Une autre réaction là d'Élodie sur le chat. Donc, comment avez-vous trouvé vos premiers clients? Quels outils réseau ont été utilisés? Et une seconde question, comment avoir sa légitimité dans le coaching? La seconde est encore plus... Alors, les premiers clients, effectivement, le réseau. Clairement. Et c'est le réseau. Et dans le coaching, quand on en parle, tout le monde sait le réseau. C'est le réseau et puis c'est les personnes
en fait, soit qu'on bosse, travailler avec nous, qui nous connaissaient dans notre ancienne vie professionnelle et qui nous donnent la possibilité de commencer parce qu'elles nous connaissent. Donc elles sont rassurées et elles vont nous donner la possibilité de faire nos premiers pas, en tout cas. Parce que moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Oui, pareil. Moi, j'ai été contactée aussi par un cabinet spécialisé, mais dont j'avais été cliente quand j'étais chez Total. Et voilà, qui m'ont contactée. Et même en sophrologie, en fait, moi, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui me sont envoyées par des professionnels de santé. Donc c'est le bouche à oreille, là, en l'occurrence. Oui, bah, c'est les recommandations, en fait. Hein, et après, en fait, ce qui aussi fonctionne pas mal, mais il faut avoir le réflexe de le faire, c'est vous avez un premier client, un client qui est content et vous lui demandez d'autres recommandations. Donc c'est comme ça, et du bouche à oreille, ça avance à ce niveau-là. Moi, j'ai eu un client vraiment, que je ne connaissais absolument pas. On s'est rencontrés, on a discuté et au final, j'ai travaillé avec lui, mais voilà. Après, il y avait la deuxième question, c'est ça? Oui, comment avoir sa légitimité dans le coaching? Alors, je crois que c'est, j'ai envie de dire, c'est plus vous êtes, plus vous savez ce que vous faites et qui vous êtes, plus par votre expérience de vie aussi, plus vous avez la légitimité. D'abord, vous vous accordez votre légitimité déjà, vous-même, et une fois que vous êtes accordé cette légitimité, les autres le ressentent. Et du coup, vont vous accorder cette confiance qui peut-être vous n'aurez pas eu autrement. Donc ça part de vous, de toute façon, obligatoirement. Et je rajouterais, enfin, moi, ce que je ressens auprès de mes clients, ce qu'ils apprécient, ça reste quand même aussi mes 25 ans d'expérience professionnelle, et notamment dans les grands groupes, parce que lorsque je discute avec des managers, eh bien, j'ai le même vocabulaire, il y a un certain nombre d'expériences que j'ai vécues aussi, et donc il y a ce côté, elle me comprend, parce qu'elle a vécu des expériences comme les miennes. Donc, il y a ce côté-là aussi. Ouais. C'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que parmi les nombreux, c'est vrai que moi je me suis formée, c'était en 2006, donc on était une, deux écoles de coaching, pas plus. Là aujourd'hui, c'est terrible. Mais bon, je défends ce métier que j'adore, c'est le coach professionnel, et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que maintenant, c'est ce que je voulais dire. Il y en a beaucoup de... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de coaching, mais cela n'empêche pas un besoin. Il y a un vrai besoin. Et après, au niveau des entreprises, c'était au niveau de l'entreprise que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a parmi les coachs des personnes qui n'ont jamais été en entreprise. Et on ne peut pas, pour répondre à la légitimité, on ne peut pas, à mon sens, accompagner des personnes quand on n'a pas vécu, qu'on n'a pas un vécu opérationnel en entreprise. Donc c'est notre cas toutes les deux et c'est vrai. Aussi, tu ressens la même chose, Laurence? Moi, je l'ai ressenti en étant accompagnée par des coachs. J'étais cliente chez Total et je voyais bien qu'il y avait une différence effectivement. Et aujourd'hui aussi, même si on ne peut pas connaître l'ensemble des entreprises. Et moi, je sais que les entreprises que j'accompagne, ben, elles ont des profils quand même similaires à celles de Total. Hein. Parce qu'on connaît un peu les enjeux, on connaît les enjeux, les entreprises, on a été dans les comités de direction, donc on connaît les stratégies aussi et tous les modes de fonctionnement. Voilà. Et c'est très important ça. Et la relation est plus fluide, en fait. Hein. Donc cette légitimité, c'est un autre profil à titre personnel que j'ai vu qui marchait très bien au niveau profil des coachs, en milieu anglo-saxon. On utilisait des coachs qui venaient du milieu sportif. Ça c'est la société pour laquelle je travaillais, on utilisait un coach qui était aussi coach de l'équipe de Leicester de rugby. Et c'était aussi très intéressant de voir comment des coachs qui avaient une expérience non industrielle, en complément de ce que vous décrivez,
C'est l'accompagnement de la Et donc, performance. c'est l'accompagnement de la performance et de travailler en équipe et puis du burn-out aussi, parce que les professionnels dans le sport de haut niveau ont aussi le burn-out. Alors, c'était aussi un profil complètement différent, mais avec une forte valeur ajoutée au niveau, en milieu anglo-saxon. Je ne sais pas si ça se fait en France. Ça se fait en France. Ça se fait en France, oui, Il y a tout à des fait. personnes. Juste une question derrière. On va... Je voulais savoir vos critères de succès. C'est-à-dire que qu'est-ce que pour vous-même, pour vos clients, c'est-à-dire que vous avez réussi votre mission de coaching. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, quand est-ce que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que hop, c'est pas que tu m'as payé ma facture, parce que j'ai vraiment réussi. Et quand est-ce que vous, votre client, en fait, vous êtes menteur, vous êtes menti, quand est-ce qu'il, lui, il commence à vous donner les premiers, disons, feedback positifs qui vous permettent de dire que lui-même, il a compris que ça avance. Et critères de succès, c'est important. Et c'est quels sont pour vous les indicateurs, pas dans le sens ingénieur, mais quels sont les signes que vous percevez pour Alors, j'ai envie de, je sais pas si c'est alors, il y a une première chose qui est la plus super, en fait, c'est quand les personnes ont une prise de conscience. Et ça, on s'en rend compte tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le fameux déclic qui fait que, tchac, il s'est passé quelque chose. On est passé d'un stade A à un stade B. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Ça, c'est la chose la plus, on va dire, la plus flagrante et l'indicateur le plus intéressant, on va dire. Mais sinon, il y a des stades, en fait. Hein. Il y a des stades, un accompagnement, ça dure enfin, ça dépend, mais ça dépend en fait des problématiques, mais ça peut durer entre 3 et des fois 6 mois. Donc, pendant ce laps de temps, il se passe des choses. Et donc, il y a des choses qui évoluent dans la personne, et des choses qui ont avancé. Et ça se voit. La maturité, un peu, réflexion. Il y a des choses qui ont changé dans son comportement, en fait, aussi. Et quand on accompagne des managers ou des dirigeants, ils ont des comportements différents avec leurs équipes, ils sont différents eux-mêmes, et ça, c'est aussi un indicateur. Voilà, comme j'ai envie de répondre à cette question pour l'instant. Alors, concernant les indicateurs, alors moi, je me fixe des objectifs personnels, parce que lorsqu'on accompagne, on n'est pas, au départ, on n'est pas à 100% convaincu que les personnes en face vont bouger. D'accord ? Nous, on est là pour mettre en œuvre tous les moyens possibles. Mais par contre, on n'est pas garant d'un résultat à 100%. Donc, je me fixe forcément des objectifs me concernant, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer en disant, ben voilà, mon indicateur de succès aussi, c'est est-ce que j'ai été capable d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour compléter par rapport à ce que disait Michel par rapport aux indicateurs, alors déjà, avec les entreprises aussi, on définit quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs. Où est-ce que vous voulez, sur quel point vous voulez travailler. Est-ce qu'on va travailler, par exemple, la communication dans une équipe? Donc là, on va se rendre compte si... moi, j'ai accompagné une usine. Au début de l'accompagnement, ils n'arrivaient pas à communiquer. C'est-à-dire que vous étiez en réunion, et ils étaient comme ça, autour de la table. Ils ne se regardaient pas. Vous voyez? Donc là, c'est flagrant. Vous dites, ben voilà, on vous demande un accompagnement pour qu'ils arrivent à communiquer. Donc là, quand ils se remettent tous autour de la table et qu'ils se regardent, vous dites, oh, ça y est. Après, moi, je rajouterais aussi simplement le feedback. Le feedback que l'on peut avoir des personnes que l'on accompagne ou des équipes. Quand tu disais, Michel, il y a un déclic, moi, je me souviens toujours une personne que j'accompagnais, il fallait qu'elle prenne conscience. On avait fait un 360 et on disait, il faut que tu travailles sur le feedback positif à tes équipes. Et elle me dit, non, moi, je n'ai absolument pas envie de travailler là-dessus, ça n'apporte rien, de toute façon, tout le monde travaille pour travailler et c'est normal d'être performant. Donc, il fallait qu'on travaille là-dessus. On a travaillé, puis d'un seul coup, déclic. Ça y est, je vais comprendre.
viens de comprendre à quoi ça sert de faire du film positif. Un jour, il y a une amie. Waouh! Et elle en avait les larmes aux yeux en fait, en disant mais je suis passée à côté de quelque chose. Alors évidemment, ça se fait, on questionne en fait. Et la personne a fait le film à l'envers et s'est rendu compte aussi de. Donc c'est un vrai travail de maïeutique et on vient. Tu parlais d'accouchement, c'est ça. Puis il y a des fois, on a des demandes en fait de clients et qui finalement, quand on commence, alors on a des objectifs, on écrit par les objectifs, donc ils sont sur le papier, et puis en cours de contrat, on fait un contrat au démarrage, et au milieu du contrat, et même des fois au bout de 3-4 séances, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit, quoi. Donc on refait un contrat parce que la demande, entre la demande et ce qui se passe en vrai, c'est pas pareil non plus. Donc, et j'ai peut-être une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Oui. L'une et l'autre, quel a été l'accompagnement ou le coaching de changement de vie professionnelle le plus ou surprenant, ou spectaculaire, ou original? Qu'on aurait accompagné nous? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, Moi j'ai accompagné, j'ai un exemple, j'ai accompagné un dirigeant. Ingénieur commercial, ça faisait une très très grosse équipe, en fait, il dirigeait une très très grosse équipe. Et puis il en avait un peu marre, mais en même temps, il n'était pas tellement prêt à changer. Et puis il avait un gros frein, c'était sa femme en fait. Et on je l'ai pas su au début, hein. Il a fallu à un moment donné, je me suis rendu compte. Je ne comprenais pas parce qu'il avait une espèce d'instinct de vie, de vouloir, etc. changer, mais en même temps, il ne se passait pas grand-chose. Alors, et puis, ce qui réunissait lui, sa femme et lui, ils avaient une passion commune, c'était la danse. Alors, ils se retrouvaient, ils dansaient tout le temps, ils adoraient ça, etc. Et lui, son rêve, en fait, c'était de construire une compagnie de danse, en fait. Et donc, ça n'a rien à voir avec son métier, il gagnait hyper bien sa vie, et sa femme, elle voyait ça un petit peu comme ça. Hein. Et donc, il a fallu un très, très, très gros long accompagnement jusqu'à ce qu'ils franchissent ce pas. Et ils ont franchi ça ensemble, et donc ça, c'était top. Parce que finalement, elle était un peu artiste aussi, mais, et du coup, à un moment donné, elle disait, ok, je ne voudrais pas que tu y ailles, c'est trop, tu vas perdre ton revenu, on va perdre, comment on va faire, etc. Et ça. Puis petit à petit, on a réussi à ce qu'il change de point de vue. Donc, ça a été long, mais c'était une très belle réussite. Elle était ravie aussi, pareil. Il était vraiment aux anges, en fait, enfin. Alors moi, je n'ai jamais accompagné en fait, de reconversion professionnelle. Alors, je crois qu'il y a une question. Nicolas qui nous avait fait l'honneur d'être à votre place sur un événement précédent, Nicolas Ellerman. Dans l'étude des stéréotypes et du leadership au féminin, un des grands problèmes est la tendance à la stagnation, qui elle-même conduit à la stagnation. Faute de progrès, les femmes se considèrent comme sous-employées et finissent par abandonner. Ironiquement, leur retenue initiale était précisément fondée sur la décision de vouloir participer au monde du travail. Est-ce que ce phénomène contribue au burn-out et ou au départ des femmes dans les industries de l'énergie? Je peux relire, hein. Sinon c'est écrit derrière. C'est-à-dire que, en fait, oui, elle est derrière. L'évolution n'est pas ce qui aurait été souhaité. Les femmes, finalement, elles restent dans leurs conditions. Et est-ce que ce n'est pas une condition pour faire un burn-out de ne pas être reconnu, finalement? Dans le burn-out, il y a différents éléments, en fait. Hein, parce que on dit beaucoup de choses. Donc, il y a le burn-out, il y a le bore-out. Dans le burn-out, ce que l'on retient généralement, c'est qu'il y a un épuisement physique, un épuisement émotionnel. Il y a une perte de valeur, perte de sens, et puis ensuite vous avez tous les phénomènes physiques qui viennent s'ajouter, où vous avez des problèmes psychosomatiques, vous avez des problèmes de sommeil, etc. Donc,
elle parle, donc Nicolas parle de stagnation. Stagnation, moi je dirais, il y a certaines personnes qui stagnent et ça ne les dérange pas. Donc on ne va pas forcément avoir de burn-out. Par contre, si la stagnation vous met face à vos valeurs et vient en fait vous questionner sur à quoi je sers dans cette société, alors que moi, une valeur importante pour moi, c'est la contribution, effectivement, vous allez être en risque parce que vous allez être confronté à une valeur. Si la stagnation représente pour vous de l'injustice, alors que vous êtes attaché à la justice, là aussi, vous allez être confronté à une problématique de valeur. Mais une personne qui stagne et c'est parce qu'on est une femme qu'on a forcément envie de progresser aussi. Donc voilà, c'est en fait, moi je ne dirais pas que c'est la stagnation qui est problématique, c'est l'alignement et est-ce que je suis alignée avec celle ou celui que je suis. Et là, merci pour la réponse à Nicolas. Valérie avait une question et je pense que quelque part il y a des bribes de réponse que vous avez déjà données. Elle nous dit qu'elle a une personne en burn-out dans son équipe, une collaboratrice, et qu'elle constate des choses qui ne se passent pas très bien. Je sens que la bascule n'est pas loin pour d'autres, moi incluse. Comment alerter et éviter la bascule justement? On peut se téléphoner. Oui, je crois que là, voilà. Non, mais dans vos discours, enfin dans tout ce que vous avez dit, il y a des bribes de réponse déjà, mais ce qui est important, c'est l'effet de contagion, je pense, dans le... C'est déjà de prendre conscience. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais que quand on m'a alerté en disant, quand j'ai eu la première alerte, je suis allée voir le médecin du travail qui m'a dit que vous vous arrêtiez impérativement, vous êtes dans le rouge, on fait les tests, donc le médecin du travail peut vous faire des tests. Et moi, j'étais dans le rôle, on m'a dit, il faut que vous vous arrêtiez. J'ai dit, non, c'est pas possible, j'ai tellement de travail que je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, comment je vais faire? Déjà, Total va s'effondrer. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait. Non, disons-le, pas total, mais le projet qui m'avait été confié, comment je faisais voilà. Donc, je dis, c'est pas possible. Et puis, je dis, vous inquiétez pas, je suis coach, je sais quand même prendre soin de moi, etc. 2 mois après, donc, et c'est là, après, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à qu'est-ce que le burn-out, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que j'avais des douleurs au niveau de la hanche, je n'arrivais plus à marcher. J'étais tombée plusieurs fois dans l'escalier parce que je ratais les marches, donc perte de concentration. Je dormais très mal. Le lundi matin, j'étais hyper fatiguée. Je bossais le week-end, enfin, je bossais tout le temps, donc j'étais très préoccupée par mon travail. Vous avez un problème d'addiction. Moi, je n'ai jamais bu et pourtant j'avais envie de boire le soir parce qu'en fait, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, vous avez des personnes qui vont se mettre à fumer qui ne fumaient pas. Vous avez des personnes qui vont boire qui n'ont jamais bu. Des personnes qui vont boire du Red Bull, par exemple, pour être tonique. Donc voilà, donc il y a plein de symptômes comme ça qui peuvent vous alerter. Et si vous arrivez à vous alerter, c'est de dire comment je peux être accompagnée. Alors, je peux être accompagnée par un coach, je peux être accompagnée par un sophrologue, je peux être accompagnée par un psychothérapeute pour prendre conscience, en fait, des travers et prendre conscience que si vous levez le pied, eh bien, votre entreprise ne va pas s'écrouler. C'est vrai que la première démarche, c'est d'aller voir le médecin du travail. Donc, ça, c'est la première des choses, en fait. Pour justement éviter la contagion de l'entreprise. Et pour alerter. Moi, j'ai été suivie. Parce qu'il se passe des choses dans l'entreprise, en fait. Et il y a quelque chose de latent. Donc, il faut déceler ça. Et la médecine du travail, elle est là pour ça aussi. Alors, on va peut-être poser une dernière petite question. C'est un peu la conclusion. Hein. C'est dans toutes les personnes qui nous écoutent, j'en suis sûre, puisqu'en fait, 9 sur 10 ont envie de changer. Hein. Donc, on va pas vous faire l'affront de dire tac, tac, tac. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez, soit aux personnes qui sont là, s'ils veulent vraiment changer? De se faire accompagner. Non, clairement, parce que en fait, tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on n'a pas le recul, parce qu'on prendra, on y arrivera, hein, c'est un problème. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que ça prendra plus de temps. Et tout seul, c'est pas simple de prendre le recul.
pour justement axer son cheminement et du coup, en fait, en étant accompagné, on échange avec quelqu'un et le mentoring est très bien pour ça, parce que ça permet justement d'avoir ce regard extérieur, ce regard bienveillant, ce regard non jugeant, l'inverse de ce que peut aussi faire quelqu'un qui est très proche de vous, que ce soit votre mari ou votre famille ou des amis, et c'est différent. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire moi. Et toi? Alors moi, je vais dire, il y a deux. Je me suis appuyée sur 2 citations en fait que j'avais écrites en grand au niveau de mon miroir. C'est une première citation de Xavier Dolan qui dit rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puis la deuxième, c'est de Simone de Beauvoir qui dit j'accepte la grande aventure d'être moi-même. Wow. Ben, et ça va. On va arrêter d'une part la transmission et puis la visio. Donc merci à toutes qui êtes. On va vous quitter. À bientôt. Au revoir. Merci.